Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la Première Guerre mondiale. On va présenter avec Didier. Toujours, bonjour Didier. À tous. On va présenter des objets de la Première Guerre mondiale, insolites ou non. Certains sont plus connus que d'autres. Oui, tout à fait. On va commencer avec cet objet-ci. Alors je ne sais pas si vous voyez de suite ou si vous pensez de suite ce que c'est. Voilà, c'est comme ça. Ça ressemble à une soucoupe. Ah oui, en plein, on peut dire ça. Et ceci donc, est une grenade. Une grenade avec une forme spéciale qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir. C'est vrai, qui n'était pas courante, qui était utilisée par l'armée allemande et qu'on appelait la grenade tortue. Tortue, voilà, bah oui, de forcément. par sa forme. Voilà. Forcément. Elle avait des percuteurs. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Quand on l'a lancé, et dès que ça pouvait toucher dans n'importe quel sens. Voilà, ça a explosé. Voilà. Et ça touchait, ça a explosé à chaque fois, oui. Vous voyez, dessous. Et là, il devait y avoir le gros avec la goupille, certainement. C'est ça, tout à fait. Alors, bien entendu, alors c'est assez courant, les grenades, mais voilà, il faut savoir qu'il y en a toutes les formes. C'est pour ça que je tenais à vous montrer celle-là. La plus connue, probablement, de la guerre, la plus emblématique, notamment de l'armée allemande, c'est celle-ci. La grenade à manche, oui, qu'on va retrouver un peu sous une forme légèrement modifiée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il va être effectivement ce qu'on va appeler la grenade à manche. La particularité de ça, c'est qu'on pouvait lancer beaucoup plus loin que quand on lançait une grenade. C'était efficace, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous Après, parce que des grenades, pendant tout le premier conflit mondial, il en a été créé beaucoup. Alors, je les ai pas toutes. Après, j'ai les plus représentatives, je pense. Là, vous avez ce qu'on appelait la grenade citron, la grenade fougue citron, qui était française. Je la montre. Voilà. Alors, rien que là, on sent le poids par rapport à la tortue. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, la citron. On comprend pourquoi. Ensuite, qui était un peu similaire, qui était quadrillée, c'était la grenade, ce qu'on appelait F1. Alors cette grenade F1 va être mise en place, enfin mise en service en tout cas à partir de 1915 et elle va être modifiée, mais elle servira encore dans l'armée française notamment ou autre jusque dans les années 60. Ouais. Voilà. Celle-là, elle est assez originale. Voilà, ouais, c'est allemand, c'est ce qu'on va appeler la grenade œuf. Deutsche Qualität encore. Là aussi, d'où sa forme qui fait penser à un œuf, voilà, tout simplement. Elle est minuscule. Tout bêtement. Par rapport à la citron française, oui, tout à fait. Elle est vraiment petite. Voilà. Alors après, il y avait des grenades qui pouvaient être propulsées par des fusils, notamment. Voilà, donc celle-ci, c'est le modèle 1914, c'est allemand, et qui pouvait être montée sur un fusil. Ah ouais. Ah mais là il y a tout, il y a quand même le... Oui, voilà. Il est chargé, hein? Non. Ah bon, ça va. Ça fait peur, là. Non, tu risques rien. Ouais, il n'y a pas de problème. Une petite chose en plus qui est rajoutée là. Là, c'est symbolique, c'est un chargeur. C'est vrai que tu m'en avais parlé. Voilà. Donc le chargeur est complet, il y a toutes les balles. Donc c'était du calibre, c'était de la Lebel, c'était de la 8 mm. Et donc c'était le chargeur du fusil mitrailleur Chauchat, qui était le Chauchat, voilà, qui était donc le nom de son concepteur, qui était colonel, je crois, et qui va être le premier fusil mitrailleur portable individuel, mais qui servait à défendre collectivement. Donc plus facile à bouger dans les tranchées que les grosses mitrailleuses. Tout à fait. Donc ça va être une arme dans sa conception qui va s'avérer pratique et très utile puisqu'il n'y avait pas ce genre d'armement jusqu'à maintenant. 20 cartouches. Voilà, simplement c'est que ce fusil mitrailleur, on va avoir quand même des gros défauts. C'est une chambre ouverte dans les tranchées, la pluie, la boue. Alors c'est très esthétique, c'est très esthétique, mais par contre, oui, c'est vrai que dans la boue, ça enraye de suite les armes. Par contre, le système Chauchat va être utilisé pendant très longtemps. Alors les Américains vont en être friands puisqu'en 1917-1918, ils vont l'utiliser à outrance. Enfin, à outrance. Disons qu'il y aura plus d'une centaine de mille de ces fusils mitrailleurs Chauchat que l'armée américaine va utiliser. Mais le procédé du fusil mitrailleur, les Américains vont s'en inspirer pour leurs propres armes
passé la guerre de la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors pour les fans de jeux vidéo, ça c'est une arme très recherchée dans le jeu Battlefield. Voilà, c'est pour les petits connaisseurs. Il s'en sert pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une arme très prisée par les jeunes joueurs, justement parce qu'elle est très esthétique. Sauf que dans le jeu, l'ouverture n'est pas à droite, mais à gauche, pour que le joueur puisse voir le niveau de cartouches de munitions qui lui reste. J'ignorais. Voilà, je te montrerai. Voilà. Alors on va changer des grenades et des fusils mitrailleurs. Alors on va voir cet objet, ce très bel objet. Oui, c'est très original. Enfin, c'est courant sans l'être. Enfin, en tout cas, ça peut se trouver. Mais c'est une très jolie présentation. C'est une très jolie boîte. Alors, c'est quoi? C'est une boîte de... Alors, c'est une boîte qui a été offerte par la princesse Marie, la fille du roi George V, aux troupes britanniques qui étaient déjà avec nous dans les tranchées lors de l'hiver, le 1er Noël 1914. Donc, pour soutenir le moral des troupes. Exactement. Et donc elle est très très belle, hein. On voit bien le travail sur le lait. C'est du laiton? C'est du laiton, tout à fait. Avec, d'ailleurs, il est signifié en bas Christmas 1914, ainsi que les pays alliés de l'époque. Et alors, son originalité, c'est que était jointe. Alors, c'était une boîte à tabac principalement, mais pas que. Et il y avait une petite carte de la princesse Marie qui souhaitait une année victorieuse pour l'année 1915 à venir. Ouais, voilà. Victorieuse. Alors on trouve la boîte, mais la petite carte, c'est pas si courant. Voilà. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc c'était la fille, bien sûr, du roi, hein, George V. Elle lance une collecte de fonds, hein, pour financer un cadeau pour tous les soldats. Hein. Elle va être fabriquée à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Donc et pour ça, comme je disais, elle fait une collecte qui va rapporter plus de 160 000 livres. Donc elle n'a pas beaucoup donné de sa poche, je pense, hein, pour financer le cadeau. Et on y trouve à l'intérieur des cigarettes, bien sûr, c'est une boîte à cigarettes, avec une pipe, un briquet à silex, du tabac, une carte de Noël. Et pour les troupes indiennes, ils reçurent des épices à l'intérieur. Et pour les infirmières, la boîte contenait du chocolat. Mais on pensa aussi aux non-fumeurs qui avaient un nécessaire pour écrire à l'intérieur. Alors on sort un petit peu de la guerre avec ceci. Ça, c'est une boîte, c'est un Pulse. C'est ça, ou jeu de patience, comme on disait à l'époque. Ouais. Et alors, c'est quelque chose qui est pas courant et qui fait suite au traité de Versailles, donc 1919. Donc ce jeu de patience ou puzzle aujourd'hui représente toute la France, la carte de France, symbolisant quand même malgré tout le retour au sein de l'Hexagone de l'Alsace et la Lorraine. Ça a été un peu le but de ce jeu à l'époque. Alors avec des allégories, on voit le poilu un peu en vainqueur, en guerrier, et ici une victoire qui rappelle à des jeunes enfants que ce sont les poilus qui ont remporté la victoire. Voilà. C'est une pièce, donc à l'intérieur, les pièces sont en bois et le jeu est absolument complet. Voilà. D'accord. C'est quelque chose qui est pas courant et très symbolique de l'après-guerre et surtout du traité de Versailles. Voilà. Alors ceci est vraiment un objet insolite, hein, que l'appareil que j'avais jamais vu ailleurs. C'est un casse-noix. Pourquoi est-ce qu'on vous présente un casse-noix aujourd'hui alors qu'il y a des objets, on parle de la guerre depuis le début. Remarque, on a parlé nourriture, hein, dans la précédente vidéo. Allez la voir, elle est ici, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Donc c'est un casse-noix qui représente quoi? Alors c'est un casse-noix qui représente 2 soldats. Ouais. Donc tout d'abord il est en bronze argenté, donc c'est du beau métal, c'est une jolie pièce en matière de matériaux. Qui représente un soldat français dans sa tenue du début de la guerre, hein, de 1914, avec le képi, la casquette plus ou moins. Ouais, on le reconnaît Et bien. ici, c'est un soldat russe. Ça symbolise à la fois l'alliance franco-russe à l'époque. Ouais. Et donc au sommet de l'objet, il y a, vous pouvez reconnaître, le casque prussien. Donc ça reflète aussi tout l'état d'esprit
qui pouvait exister en France au début de la guerre, puisque depuis la défaite de 70, que ce soit dans les écoles ou dans la rue, ou au quotidien, ou les gens, ou en famille, on a cultivé un peu, c'est ce qu'on appelait la haine du Boche. Et ça représente bien ça. Représente bien ça, ça représente l'état d'esprit de l'époque. Juste pour le truc, on mettait la noix au niveau du casque à pointe ici, et le symbole, crac, on écrasait la tête, la tête du Boche. La tête du Boche, donc voilà, sympathique. C'était... c'est vraiment caractéristique de l'époque. Bon, ça n'a rien de militaire, mais vraiment très lié à cette période-là, en tout cas. C'est pour ça qu'on voulait le montrer, parce que c'était assez original. Voilà, c'est original comme rigolo, mais entre guillemets, voilà. on écrase l'allemand. Allez, on passe à la suite. Allez. Voilà un nouvel objet assez, assez étrange. Alors je me retrouve avec un énorme tire-bouchon entre les mains. Hein. J'aimerais bien voir la taille de la bouteille. C'est pas un amortisseur non plus, mais... C'est pas un amortisseur. Donc ça c'est... C'est ce qu'on a appelé vulgairement la queue de cochon. Queue de cochon, forcément. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Donc ça servait à quoi? Et alors, cette queue de cochon, alors justement, ça servait, on en a beaucoup retrouvé, notamment dans le No Man's Land, entre les deux premières lignes de combat. Et pourquoi cette forme? Alors simplement, c'est que les barbelés dans le No Man's Land se posaient essentiellement la nuit. Et on peut très bien comprendre qu'au marteau, avec un piquet normal, on était vite repéré et très vite abattu. L'avantage de cette forme hélicoïdale, c'est qu'on visse, ça fait pas de bruit et ça permettait d'enfoncer dans la terre ainsi ce piquet. Les barbelés passaient dans ces deux trous ici. Par les deux trous. Voilà. Ok. Donc le fil barbelé, c'est vraiment la plaie pour les soldats. Hein, quand ils montent à l'assaut, ça ralentit leur avancée en permanence, ils peuvent se faire tirer dessus. Et bien sûr, il y en avait vraiment de partout. Il y avait aussi d'autres, ce qu'on appelait les chevaux de frise. Hein, c'est des sortes de croisillons comme ça, dans lesquels on empêchait les soldats de passer. On avait aussi ceci qui était sur le sol. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les pattes de corbeau. Au début, c'était pour les chevaux. Les chevaux avaient peur de ça. Mais comme il y a eu de moins en moins de chevaux, on a balancé aussi dans le No Man's Land. Voilà, on ne sait jamais, une blessure, un soldat tombe, ça fait une blessure supplémentaire, c'est pas plus mal. Façon de parler. Le fil barbelé, c'est vraiment la plaie pour le soldat qui passe à l'assaut, parce qu'il y a des milliers de kilomètres qui vont être déroulés sur les champs de bataille. Et on n'avait pas d'autre choix que de s'arrêter, de sortir de son sac ses pinces. Voilà, tout à fait, pour se frayer un passage. Alors là, bon, juste côté représentatif, bon, là, ce sont deux pinces à barbelés de la maison Peugeot Frères. D'ailleurs, celle-ci est datée de 1917, qui est plus légère. Et ça, c'était le modèle plutôt la grande taille. Extra large, celui-là. Voilà, tout à fait. Et donc, qui permettait de détruire, en tout cas, de couper les barbelés et de se frayer un chemin à travers les lignes. Voilà. La Peugeot Frères, je ne sais pas si on le voit marqué dessus, à 1917. Voilà. Ça pèse de son poids quand même. Hein, oui, c'est sûr. C'est en plus de tout le barda qu'ils avaient sur le... Alors évidemment, les Allemands avaient leurs propres pinces à barbelés, les Anglais aussi. Voilà. Moi, j'ai que ces deux Peugeot qui sont vraiment très représentatifs des pinces à barbelés françaises de la Première Guerre mondiale. Dernier objet, puisqu'on parlait des fils de fer barbelés qui se trouvent dans le No Man's Land, et que l'on installe souvent la nuit. Tout à fait. Donc ça, c'est un fusil allemand, enfin un pistolet allemand pour fusée éclairante, qui permettait la nuit, au moindre bruit justement, puisque de trancher de part et d'autre et la nuit, on était aux aguets à surveiller le moindre mouvement quand on pouvait, ou sinon être aux aguets au moindre bruit qui pouvait se révéler. Donc on avait la possibilité de lancer des fusées éclairantes de manière à éclairer une bonne partie du No Man's Land. Il faut savoir que la nuit, il y avait les gens qui posaient les barbelés, mais il y avait aussi, d'une part ou d'autre, on venait parfois franchir les lignes du No Man's Land, soit pour essayer de faire un prisonnier dans les premières lignes adverses,
ou simplement faire un petit coup de force et simplement dézinguer 2-3 types. Mais voilà, donc la nuit il se passait des choses malgré tout. Ouais. Donc il fallait voir dans la nuit noire, et le pistolet de fusil éclairante servait justement à ça, de pouvoir apercevoir en tout cas la nuit ce qui pouvait se passer à l'endroit dit. Donc là c'est un pistolet éclairant Ebel, de la marque Ebel, qui date de 1894. Les Allemands ont inventé cet objet assez tôt. Les Français au début de la guerre n'en ont même pas. C'est un calibre 26,65 mm, il pèse 1,5 kg quand même. C'est très lourd. C'est un beau bébé. Ils servent beaucoup pour la communication, passer des ordres, donner l'alerte ou tout simplement éclairer la nuit. Il était livré dans une caisse disposant d'un dispositif de contrôle de verticalité. Il y avait aussi dans cette caisse 100 cartouches à charge unique atteignant 50 mètres de hauteur et 100 cartouches double charge atteignant 180 mètres. Donc là, pour passer des ordres, il n'y avait pas mieux, hein, puisque les communications étaient quand même assez difficiles malgré les téléphones et autres, très fragilisés, qui pouvaient couper avec les fils. Donc voilà, très bel objet, pareil, que je ne connaissais pas avant de venir dans ton petit musée. En tout cas, merci. Ma foi. Eh bien, je t'en prie, avec plaisir. C'était un plaisir de voir tout ça. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a intéressé. Si vous en voulez d'autres, il y a plein d'autres objets. Alors vous voyez derrière, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Si vous voulez, je pourrais revenir. Avec grand plaisir. Voilà. Donc vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir passer les prochaines vidéos sur la Première Guerre. Il y en a d'autres qui sont en préparation. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous. Merci de votre écoute.